sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 7 février et ce matin c'est le retour de notre rubrique Fan de Miami avec Brigitte Respaud-Clément et on s'intéresse à la culture cubaine ici à Miami. On va en parler dans un instant et puis en seconde partie on passera à table, forcément comme chaque semaine avec Sylvie Delenclos qui nous a concocté cette semaine sa trilogie autour du thon rouge. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle rubrique Fan de Miami avec Brigitte Respaud-Clément. Bonjour Brigitte. Bonjour Grégory. Aujourd'hui on s'intéresse à la culture cubaine à Miami. Oui, qui est très présente à Miami. Très présente, c'est un beau sujet à traiter. Donc avec vous on va parler forcément de Little Havana. Bien oui, parce que c'est un petit peu le centre névralgique effectivement de la culture cubaine. C'est Cuba comme si on y était, c'est ça l'idée? C'est Cuba comme si on y était, hein, oui. Toutes les enseignes sont en espagnol, il n'y a absolument rien d'américain. Alors c'est une rue qui se situe au niveau de la Southwest, ouais. donc sud-est W, 8e avenue, ouais. Et entre la 11e et 17e avenue. Et là, il y a une concentration effectivement d'une population cubaine qui a ouvert des restaurants, des petites boutiques, plein de choses autour de la culture cubaine. Donc ça, c'est vraiment Little Havana. C'est Little Havana et vraiment, on se croirait à Cuba. Et le centre névralgique, c'est vraiment cette fameuse Calle Ocho? Oui, Calle Ocho. Alors, Calle Ocho, si vous y allez en journée ou si vous y allez au début de semaine, vous n'allez peut-être pas être impressionné, mais par contre, le dernier vendredi de chaque mois, ouais. Là, il y a des fêtes qui sont organisées dans la rue. Vous savez, ce genre de fêtes, les magasins qui s'ouvrent, les restaurants qui s'ouvrent, la nourriture cubaine, les galeries, des expositions. Et vraiment, c'est très, très, très vivant. Et là, on est complètement immergé dans la culture cubaine. C'est ce qu'on appelle Los Viernes, voilà, absolument, absolument. C'est ce qu'on trouve chaque vendredi. Le dernier vendredi. Ah non, c'est le dernier vendredi de chaque mois. De chaque mois. Oui. Donc c'est vraiment les animations, ils sont tous dans la rue à proposer, c'est ça, de l'artisanat,
Oui, de l'artisanat, les boutiques sont des... ouvertes. Alors comme on sait quand même que c'est une culture sud-américaine qui est extrêmement vivante et où la musique est extrêmement présente, bien évidemment c'est extrêmement festif, c'est extrêmement sympa, c'est vraiment très très agréable et très joyeux. Qu'est-ce qu'on peut y trouver également à Calle Ocho? Est-ce que c'est l'endroit pour aller se procurer des cigares notamment? Alors oui, effectivement, il y a pas mal de boutiques de cigares. Alors vous savez quand même qu'avec l'embargo les États-Unis, voilà, ne viennent pas de Cuba, mais vous avez un fabricant de cigares cubains qui dit que en fait il récupère en fait les cigares ou en tout cas des feuilles de tabac, parce qu'on peut voir rouler aussi les cigares à Little Havana. On peut le voir sur Ocean Drive. Oui. Le plus intéressant, c'est quand même d'aller sur Calle Ocho. Oui. Et donc ces feuilles de tabac, probablement, il dit qu'elles sont récupérées au Honduras, mais que les semences viennent de Cuba. Donc ils veulent absolument conserver. Donc ça vient quand même un petit peu de Cuba. Oui, c'est important pour eux. Oui. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on peut y faire autre également à Little Havana? Écoutez, se balader, on peut aussi visiter un endroit qui est très très sympa, qui s'appelle le Maximo Gomez Park, où vous allez voir en fait les vieux Cubains qui sont en train de jouer au domino. C'est une image assez mythique de Miami, mais elle est réelle. Le domino est présent dans la culture cubaine? Le jeu, ça doit être un jeu, probablement cubain. Bon, ils refont le monde, ils refont la politique. Ce sont les vieux exilés en fait de Cuba, de l'époque où c'était un petit peu vraiment un peu chaud, un peu difficile. Et là, on peut les voir jouer. Oui, c'est au rythme vraiment de Cuba. Et sinon, ce que vous vouliez me dire, c'est qu'il faut également sortir de Little Havana pour... il y a d'autres choses. Bon, rassemblé sur Calle Ocho. Oui, alors il y a une concentration effectivement sur Calle Ocho. À une époque, je crois que ça représentait 95% de la population cubaine, enfin de la population de Calle Ocho qui était cubaine. Aujourd'hui, il y a un peu moins de Cubains à Calle Ocho parce qu'il y a eu d'autres pays de l'Amérique du Sud, comme le Venezuela, qui se sont un petit peu déversés sur les États-Unis et notamment sur Miami, et particulièrement ce quartier à cause du fait qu'ils parlent tous espagnol et qu'ils vivent dans un monde complètement hispanique. Mais vous avez quand même dans Miami beaucoup d'autres endroits où on voit un petit peu cette culture cubaine. Moi, j'en citerai deux que j'aime bien. Il y a un restaurant qui s'appelle Sazon, qui se situe sur la 73e et Collins. À Surfside? Alors, c'est pas exactement Surfside, c'est North Miami Beach. Okay. Donc là, vraiment, c'est un restaurant complètement cubain, décoration cubaine. On ne mange que de la nourriture cubaine. C'est un petit peu lourd, mais c'est très 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 bon. On peut trouver de la bonne langouste. Le restaurant est assez connu et c'est vraiment très bien. Ça s'appelle Sazon. Sazon, voilà. Donc ça, c'est sympa. Je trouve que c'est une petite ambiance cubaine vraiment très très sympa à vivre. Et puis vous avez, alors curieusement, sur Lincoln Road, un restaurant qui s'appelle Yucca. Et au deuxième étage de ce restaurant, vous avez des cours de salsa. Et c'est connu depuis très très longtemps. Alors, donc ça, c'est les mercredis et vendredis? Alors, mercredi et vendredi à partir de 8h30. Je mettrai les tarifs sur mon website. Oui, 8h30 le soir. Mais bon, vous avez vraiment, c'est très sophistiqué. Je veux dire, vous avez plusieurs niveaux, vous avez les cours pour les débutants, etc. C'est connu, de certains, pas de tous, mais ça vaut vraiment le coup. Vraiment. C'est vraiment deux endroits à découvrir que vous avez envie de faire un petit coup de projecteur qui concerne la culture cubaine à Miami. À Miami. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Brigitte, sur la culture cubaine à Miami. On va retrouver toutes ces informations sur le website, bien sûr. Absolument. Sur Fan de Miami. Fan de Miami. Et on n'a pas eu de coup de cœur immobilier encore non plus cette fois, Brigitte. On n'a pas de coup de cœur immobilier, on n'a pas, parce que vous êtes également fondatrice de Of Course Miami. Oui. Et comme à chaque fois, on aime bien faire un petit éclairage sur l'immobilier. Dans le quartier cubain. Alors oui, justement, j'allais en parler. Alors c'est vrai que les Français adorent les Cubains. Donc très souvent, j'ai eu des demandes. Bon, est-ce que je ne pourrais pas investir à Little Havana? Ça fait partie un petit peu du rêve. Bon, je ne conseillerais pas complètement, sauf si vous parlez parfaitement l'espagnol, parce que là vous allez être immergé dans une culture qui n'est pas une culture américaine, et c'est un petit peu difficile en étant aux États-Unis de s'immerger dans une culture qui n'est pas vraiment celle du pays. Donc il faut faire attention, sauf si vous parlez
absolument parfaitement l'espagnol, là, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne parlez pas l'espagnol, non, je déconseille quand même. Et en termes de construction, est-ce que c'est un quartier qui est en pleine effervescence? Alors, effervescence, je ne dirais pas ça, vraiment. C'est un quartier qui a des constructions des années 50 plutôt. Bon, forcément, il reste un petit peu entre eux quand même, entre hispaniques. Donc, encore une fois, si vous ne parlez pas la langue, ça c'est très très important, vraiment parfaitement, n'allez pas vous immerger dans un quartier comme ça. Il vaut mieux un quartier un peu plus international où vous allez, je ne dis pas trouver des Français, c'est pas du tout mon propos, mais voyez ce que je veux dire, un peu plus international pour s'intégrer de cette façon. C'est un peu comme si vous alliez en Chine et que vous vouliez absolument vous intégrer dans un quartier purement chinois. Bon, c'est compliqué, c'est difficile. En tout cas, il faut y aller à Calle Ocho, notamment pour toutes les boutiques présentes sur cette avenue. Oui, c'est un autre monde. Pour déguster du rhum également, à consommer avec modération. Oui, voilà. Ne pas prendre la voiture après avoir bu un verre de rhum, attention. Ou encore rentrer dans ces nombreuses boutiques de Sika. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Brigitte, pour toutes avec ces plaisir. On les retrouve donc sur votre page Fan de Miami. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique Fan de Miami. À bientôt, Grégory. Merci beaucoup, à bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin après avoir parlé de la tradition de Thanksgiving avec Brigitte Respaud-Clément. On reste à table et on est tout de suite avec Sylvie Delanclos, comme chaque semaine. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Alors aujourd'hui, vous nous avez concocté une belle déclinaison de thon. Rouge. De thon rouge. La précision est importante, donc on va en parler. Il y a un tataki de thon rouge, il y a un tartare de thon rouge, il y a un carpaccio de thon rouge. Jusque-là, j'ai tout bon. Parfait. Est-ce qu'on a un petit peu d'histoire, Sylvie, comme chaque semaine? Un petit peu d'histoire. Bon, on va parler déjà du thon. Du thon rouge, voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs espèces. Pourquoi? Parce que le thon, on le trouve en Méditerranée, on le trouve dans le Pacifique, dans l'Atlantique, les mers du Nord, les mers du Sud. Bon, après, plus il est dans des mers, des eaux froides, et plus on a du gras. Et ça, c'est très, très important. Forcément, il faut qu'il se tienne chaud, le pauvre. Non, c'est pas ça. C'est que dans le gras du thon, c'est-à-dire la partie des muscles ventraux, il n'y a pas de mercure. Et ça, c'est très, très important.
Parce que le mercure, s'il y en a trop, c'est quand même pas bon du tout pour la santé. Bon, après, il y a un pourcentage de mercure qui est accepté par l'Organisation de la santé. Voilà. Donc ça, c'est les muscles ventraux. Voilà. Et le thon rouge, on avait tendance à dire qu'il était en voie de disparition, qu'il fallait le préserver. Et disons qu'il était en surpêche. Oui, dans l'assiette, bravo, je vous félicite pas. Non, il était en surpêche en 2008. Ouais. Et puis après, en France, on a quand même bien fait les choses. On a demandé à bien restreindre. Et les Japonais, on leur a demandé aussi. Alors, ils ont restreint, mais ils sont venus chercher le thon rouge de Méditerranée. Voilà. Ceci dit, depuis 2013, en Méditerranée, la production a été multipliée par 3. Donc, vous voyez, ça s'est bien arrangé. Mais c'est bien, il fallait faire comme ça. Voilà. Et donc, voilà pour notre histoire de thon rouge. Oui, on peut parler maintenant des qualités nutritives du thon. Oui, parce qu'elles en ont. Il y en a beaucoup. Énormément. Déjà, il y a l'oméga 3 qui protège des maladies cardiovasculaires. Ouais. Il y a le sélénium. Le sélénium. Le sélénium, c'est un anti-vieillesse un peu. Ça vous empêchera d'avoir Alzheimer, de faire de la dépression, etc. Oui, ça remplace les crèmes. Bon, voilà. Il y a la vitamine A, B et D. Très bien, donc tout est bon dans le thon. Alors, on peut dire ça, tout est bon dans le thon, ou presque. La partie ventrale, j'ai bien retenu. Parce que celle-ci n'a pas de mercure. Très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi le mercure se loge ailleurs. Bon, là, j'ai pas tout. Donc, forcément, vous avez utilisé la partie ventrale également pour préparer cette déclinaison de thon. Oui. On peut commencer. Vous voulez commencer par quelle déclinaison? On va commencer par le tataki parce que en fait, c'est au Japon quand même que tout a commencé avec le thon. Dans les zones portuaires, en fait, les pêcheurs, quand ils rentraient à l'époque, je sais pas, il y a très longtemps, utilisaient du vinaigre et du sel pour garder le thon. Oui. Pourquoi? Parce que le vinaigre, le sel, ça tue les bactéries. Après la pêche, ils les mettaient dans du vinaigre et du sel. Exactement. L'un ou l'autre, pas les deux. Et ça n'aurait pas tendance à cuire le sel? Ça le cuisait, ce qui faisait que ça tuait les bactéries. Mais si on cuit sur tout le tour, l'intérieur va rester un peu plus cru. Mais les bactéries. De saumon. Ah, c'est pas loin. Vous avez l'habitude de faire et qui est excellent. Merci. Donc pour le tataki, alors le tataki, c'est un samouraï au 19e siècle qui a utilisé cette méthode. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On saisit des grosses tranches de thon, on le saisit, mais alors 2 minutes, d'un côté, de l'autre, et puis c'est tout. Alors après, lui, il a fait comme ça quand il a démarré. Là, cette recette, en fait, le thon est mariné pendant 2 heures dans huile d'olive, soja, du gingembre et puis du citron vert. Voilà. Donc on le fait mariner. 2 heures de marinade. Oui, 2 heures de marinade d'un sens et on le retourne et voilà. Et donc on le découpe à la fin, c'est un beau morceau de thon. Oui, alors on a un beau morceau de thon. Oui, j'avais envie d'amener, on aurait peut-être pu montrer, mais enfin bon, tout le monde sait quand même ce que c'est qu'une grosse tranche de thon. Hein. Alors, donc à feu vif, comment ça se passe? Une fois qu'il a été mariné, je l'éponge un petit peu et on met du sésame, des graines de sésame. Je ne sais pas si on les voit bien, la caméra, vous le voyez, vous? De toute façon, on les verra, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, vous les mettez avant cuisson. Avant cuisson. C'est pas après, d'accord. Voilà, vous mettez bien votre sésame, vous appuyez un petit peu. Et puis, dans la poêle chaude, 2 minutes d'un côté. Sans mettre la graisse. Un tout petit peu. Légèrement. Voilà. Après, ça dépend de la poêle que vous avez. Si vous avez une poêle qui n'attache pas à feu vif, on brûle. Voilà. Et 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. On dépose à côté sur la planche à découper et puis on fait ces jolies petites tranches. Donc vous voyez, tout le tour est vraiment bien cuit. Le sésame est très croustillant, vous allez le goûter tout à l'heure. Et puis l'intérieur reste joli, bien rose, rouge. Cru, et c'est comme ça que ça se déguste. Voilà. Sur le dessus, vous avez mis une petite pointe de sauce soja? Non, Décidément, j'ai pas de chance. Mais c'est pas grave, Grégory. C'est du balsamique. On apprend.
Une réduction de vinaigre balsamique. C'est une réduction, pardon. Donc ça fait comme c'est-à-dire une une petite réduction. sauce. Alors une réduction de vinaigre balsamique, c'est-à-dire qu'on prend du vinaigre balsamique, Oui. on le chauffe dans une petite casserole jusqu'à ce qu'on obtienne un petit sirop, enfin pas un sirop. Ça n'a pas tendance à caraméliser. Quelque chose, oui, voilà, ça doit être un peu sirupeux. Alors il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller plus loin parce qu'alors là, terminé, on a du caramel effectivement. Oui, c'est ça, oui. Et donc c'est une petite réduction de vinaigre balsamique, on en met une petite pointe chacun parce qu'après j'ai fait des petits jardins. Oui, un petit jardin japonais. Vous êtes bien amusé. Oui, bon. Donc pour le tataki, voilà, le tataki c'est terminé. Oui, fini. il y a d'autres recettes bien entendu, mais le principe c'est ça. Tataki, c'est la cuisson un peu vif, voilà. 2 minutes sur chaque face. Après, c'est les marinades qui peuvent évoluer. Oui, on peut faire d'autres recettes, bien entendu. Pour le tartare. Pour le carpaccio, le carpaccio. Ça va être rapide, ça, généralement. Donc, le carpaccio, un peu comme le saumon, comme le bœuf aussi. Oui. Donc, des petites tranches très fines. Et puis, bon, là, l'assaisonnement, c'est huile d'olive, des petites échalotes ciselées, sel, poivre, du citron vert, et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a une technique en fait pour découper le thon? Est-ce qu'il y a un sens, comment dire, est-ce qu'il faut aller dans le sens de l'arête? Est-ce qu'il faut aller dans le sens… Non, dans le sens du muscle. C'est dans le sens du muscle. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez une tranche de thon, bon, cette tranche n'est pas tout à fait ronde, elle est plus ou moins triangulaire avec des ongles arrondis, mais il y a un petit coin du triangle qui est très muscleux. Ouais. Voilà. Donc cette partie-là, il ne faut pas l'utiliser ni pour le tataki, ni pour le carpaccio. C'est au niveau du goût ou au niveau de la texture? Non, de la texture. Parce qu'après, tout le reste, vous allez voir, c'est fondant, c'est extraordinaire. Donc cette partie qui est un peu plus muscleuse, on la garde pour le tartare, je crois. Alors voilà, mais on ne peut pas la couper parce que sinon on va couper tous les muscles et c'est pas bon du tout. C'est filandreux, exactement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on racle un petit peu à la cuillère ou au couteau et puis on découpe après. C'est assez facile. Et justement au niveau du tartare, donc on peut se servir de cette partie. Le tartare, on coupe grossièrement des petits dés, voilà, des petits dés. Alors là, cette recette-là, j'ai utilisé l'huile d'olive toujours et puis un tout petit peu de sauce soja. Une pointe d'huile pimentée, et puis sel, poivre, et puis du citron. Du citron, voilà, donc on tout fait mariner pendant longtemps. Non, on marine pendant une petite heure, ça suffit. Oui, on met le citron au dernier moment pour pas qu'il le cuise trop. Ça cuise trop le Il faut que la protéine reste quand même avec sa couleur. Mais malgré tout, vous voyez, elle est quand même un peu plus foncée que le carpaccio. Que le carpaccio et que le tataki. Oui, il a déjà… un peu saisi forcément. Et après, on dresse dans un emporte-pièce pour faire… Alors là, c'est un petit emporte-pièce. Oui, voilà. Avec un beau jardin également sur le dessus. Des petites pousses, des petites tomates, oui. L'idéal, ça serait quand même d'avoir une plus grande assiette ou alors on peut faire plein de petites assiettes. Au Japon, ils font ça aussi. Ils mettent plein de petits services. En tout cas, c'est très joli, ça donne envie. Donc merci beaucoup pour cette déclinaison de thon. De thon rouge. De ces recettes qui sera retrouvée également sur votre page Facebook. On va les mettre sur la page Facebook. De Sylvie. Si on souhaite vous contacter, Sylvie, il n'y a plus de dinde pour demain. C'est fini. Il n'y a plus de dinde. C'est fini. Elles sont prêtes. C'est trop tard maintenant. Si vous vouliez commander une dinde, c'est trop tard. Si vous en voulez une pour Noël ou on ne sait jamais, un dimanche de fête ou même dans un la gâteau, famille. Parce qu'il y a du salé, il y a du sucré. Oui. Vous faites tout, Sylvie, et on peut vous contacter. Comment? Alors, au téléphone, 954 579 23 11. Ou par mail. privatechefsylvie@gmail.com. Les réflexes ne se perdent pas, Sylvie. Le mail, le numéro de téléphone, tout y est. Dans tous les cas, vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup pour cette déclinaison de thon. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. On va démarrer les bûches de Noël. Donc, on va essayer d'en faire un peu toutes les semaines. Ah, chouette. On va découvrir donc… Normalement, j'attends du matériel. Bûche de Noël, normalement, la semaine prochaine. Normalement, oui. J'attends du matériel à insert, à bûches, etc. Nouveau. Donc, je voudrais faire de belles bûches chaque semaine. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, à découvrir dès la semaine prochaine. Merci bien et à la semaine prochaine. Passez Sylvie. une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. On se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9 h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.